Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints si nombreux aujourd'hui. Vous êtes presque 130 en ligne déjà pour ce webinaire organisé par Ecopolis et la région Île-de-France. Donc moi, je me présente, je suis Élise Mailleux, chargée de mission économie circulaire du côté pôle centre de ressources de l'association Ecopolis et je suis accompagnée de Nina Leduc aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, Nina Leduc, je suis chargée de mission économie circulaire et déchets à la région Île-de-France. Je suis référente pour tout ce qui est prévention et gestion des déchets de chantier et construction circulaire. Et donc j'animerai ce webinaire en lien avec Élise Mailleux aujourd'hui. Alors, depuis 2015 et la loi NOTRe, les régions sont dotées d'une compétence en matière de planification pour tout ce qui est lié à la politique de prévention et de gestion des déchets. Jusqu'alors, elles ne traitaient que les politiques qui étaient liées aux déchets dangereux. Et du coup, par ce transfert, les régions, au même titre que les intercommunalités, elles deviennent un échelon privilégié où se dessine et se décide cette politique territoriale de la gestion des déchets. Et dans ce cadre, pour agir efficacement, la région Île-de-France, elle a élaboré son plan régional de prévention et de gestion des déchets, un document de planification que vous connaissez peut-être sous l'acronyme PRPGD, qui a été approuvé en novembre 2019, donc ça fait déjà 5 ans. Ce document de planification stratégique et prospectif, il coordonne à l'échelle régionale l'ensemble des actions, prévention et de gestion des déchets, qui sont menées par tous les acteurs du territoire, les collectivités, les entreprises, les habitants et bien sûr les éco-organismes qu'on a invités aujourd'hui à venir témoigner. Et donc, dans ce contexte, la région Île-de-France, elle endosse un rôle d'animation et de coordination pour favoriser l'atteinte des objectifs réglementaires qui sont déclinés dans ce fameux PRPGD. Ce document qui est assez complet, donc les 4 chapitres plus le rapport environnemental qui est lié, vous pouvez le retrouver sur l'espace thématique économie circulaire qui est en lien sur ecopolis.fr. Et puis le rapport de suivi 2024 qui est un document plus récent, on va vous le partager dans le chat et puis on vous le renverra aussi par mail pour que vous puissiez suivre les évolutions à venir de ce document stratégique. Et donc pour poursuivre sur le contexte, donc effectivement, il y a deux documents cadres régionaux. Le PRPGD dont Élise vient de parler, et également la stratégie régionale en faveur de l'économie circulaire, qui elle a été votée en 2020, qui est plus une démarche volontariste de la région, qui se fixe des objectifs et des axes d'action pour elle-même et pour ses partenaires. Et donc, il y a notamment le fait d'accompagner et de former la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Donc, c'est une action qu'on mène en lien avec Ecopolis dans le cadre du programme d'action économie circulaire. Et puis, pour revenir aussi sur l'objectif du PRPGD qui concerne directement, qui est directement en lien avec cette REP PMCB, en fait, c'est l'objectif qui vise à renforcer et diversifier l'offre de collecte des déchets pour les professionnels, avec un point de reprise toutes les 15 minutes maximum, donc au plus près de vos chantiers. Donc c'est pour ça que depuis la mise en œuvre de la REP, la région était notamment impliquée dans les travaux de concertation et le suivi du déploiement du maillage des points de reprise. Donc il y aura notamment la semaine prochaine la réunion semestrielle qu'on organise maintenant avec les éco-organismes, enfin l'OCAB et la CERC Île-de-France pour faire un point sur ce maillage. Mais voilà, du coup, le rôle d'animation de la région, c'est aussi, donc, comme je disais tout à l'heure, d'accompagner les maîtres d'ouvrage et les acteurs du BTP. Et donc, on le fait aujourd'hui via cette séquence dédiée au canal de reprise sur chantier, puisque, en fait, le maillage des points d'apport volontaires, ça constitue qu'un seul des trois canaux de collecte qui est mis en place dans le cadre de cette REP. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le canal de reprise direct sur chantier, qui va être le plus intéressant pour vous en tant que maître d'ouvrage ou entreprise de travaux qui êtes responsable de la gestion des déchets sur les chantiers. Donc voilà, dans le cadre de ce webinaire, on va vous apporter des éléments de réponse sur les questions que vous vous posez. Comment ce soutien peut permettre de baisser les coûts de la gestion des déchets sur les chantiers pour les maîtres d'ouvrage et les entreprises de travaux. Quels sont les coûts qui sont pris en charge à date?
Quelles sont les implications, les responsabilités des différents acteurs? Est-ce que c'est au maître d'ouvrage, à l'entreprise de travaux ou au prestataire de déchets de faire la démarche et quelle est cette démarche? Et puis aussi, quelles sont les stratégies de contractualisation à envisager pour voilà, intégrer ces nouveaux soutiens dans les marchés? Je repasse la parole à Élise qui va vous parler du programme. Effectivement, on va commencer ce webinaire avec un petit temps de points d'actualité de la part de l'OCAB. Alors, si vous n'êtes pas tout à fait au fait, l'OCAB, on vous reprécisera ce que ça veut dire. Il y a juste un petit changement d'interlocutrice, Patricia Flambert n'étant pas disponible et s'excusant auprès de vous. C'est Élodie Rivière qui la remplacera. On aura dans un deuxième temps une présentation de chacun des 4 éco-organismes sur les prestations de services qui sont présentées, avec vraiment un focus sur le chantier. Il y a beaucoup d'événements ces derniers temps sur beaucoup de dispositifs de soutien de la part des éco-organismes. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on parle vraiment du canal direct de reprise sur le chantier. Et puis, pour que vous n'ayez pas qu'un point de vue, on écoutera des retours d'expérience de la part d'un maître d'ouvrage, donc une collectivité publique, en l'occurrence la ville de Paris, et de 2 entreprises de travaux. Donc, vous aurez vraiment un retour terrain de la mise en place de ces dispositifs. Et puis pour conclure, on aura une approche juridico-pratique de la part de maître Elisabeth Gello, qui est spécialisée du coup en économie circulaire, qui manie le code de la commande publique, le code de l'environnement, le code des marchés publics, pour vous aider, en particulier vous, maître d'ouvrage, à inciter ou à imposer aux entreprises de se tourner justement vers ces dispositifs de reprise REP et qui vous aidera aussi à comprendre comment vous pouvez gérer le volet financier en fait dans vos marchés de travaux en lien avec ces dispositifs. Et puis ce que je vous disais en introduction, donc on aura 15 minutes d'échange. On va vraiment bien essayer de respecter bien le timing pour que ce temps d'échange ait lieu en fin de webinaire. Donc mettez vos questions dans le chat au fur et à mesure si vous en avez. Indiquez-nous à qui elles sont adressées, comme ça à la fin du webinaire, on saura reposer la question à la bonne personne. Et puis on vous souhaite à toutes et tous un bon webinaire. Et donc, on commence tout de suite avec Élodie Rivière qui remplace Patricia Flambert. Bonjour à tous. Alors, oui, donc Élodie Rivière. Donc, moi, je suis directrice des relations institutionnelles pour Valdelia. Et Valdelia a la lourde tâche d'être à la présidence de l'organisme coordonnateur du bâtiment. Donc, je ne remplace pas tout à fait Patricia au pied levé parce que ça fait partie de nos missions quotidiennes des 4 éco-organismes. Donc, l'OCAB, de son petit nom, hein, c'est une société, donc un organisme qui représente les 4 éco-organismes aujourd'hui agréés sur la filière. Donc, Éco-Maison, Éco-Minéraux, Valdelia et Valobat. Qui a eu un agrément d'1 an, puisqu'il y a aussi un cahier des charges qui encadre les missions de cet organisme coordonnateur. Donc là, nous sommes en cours de discussion avec les pouvoirs publics pour réagréer cet organisme et poursuivre nos missions, en fait, qui sont d'intérêt public et d'intérêt pour la filière. L'idée, c'est que au sein de cette institution, les 4 éco-organismes puissent vraiment échanger sur des standards communs de collecte de tri, de fonctionnement auprès des collectivités, puisqu'on a un contrat type unique donc qui vaut un même fonctionnement pour l'ensemble des éco-organismes pour toute collectivité, sur la gestion aussi de prise en charge des dépôts sauvages. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir ces lignes directrices communes sur lesquelles on peut s'accorder au sein de l'OCAB dans l'objectif de faire avancer la filière vers le meilleur. Donc voilà, donc on a un certain nombre là, de projets qui sont présentés. Je vais peut-être pas tous vous les balayer, mais l'idée, c'est bien de retenir ça, de dire qu'on a c'est l'OCAB qui peut porter effectivement cette entité filière et avec un certain nombre de guides qui sont élaborés. Je veux bien la diapo d'après, s'il vous plaît. Voilà, alors, avant de rentrer dans les détails, effectivement, excusez-moi, l'important, c'est aussi de vous présenter qui est agréé sur quelle filière auprès des éco-organismes. Donc, pour la catégorie 1, qui sont les déchets inertes, vous avez Écominéraux et Valobat. Et pour la catégorie 2, donc qui sont les autres déchets non inertes, nous avons Écomaison, Valdelia et Valobat. Donc, c'est pour ça, souvent, quand on intervient au nom de l'OCAB, on intervient en binôme pour pouvoir représenter les 2 filières. Bon, aujourd'hui, je crois que Écominéraux me fait faux bon, mais, mais pas de souci. On peut passer à la suite. Écominéraux. Ah, super. Salut Benoît. Salut.
Hop, diapo suivante. Alors, effectivement, aujourd'hui, pour ce qui nous intéresse, le chantier, le cahier des charges donc, des éco-organismes prévoit une reprise sans frais sur les chantiers avec la prise en charge ou non, en tout cas, on va pourvoir à la prise en charge du transport, du chantier vers le centre de traitement. Ça a été repoussé au 1er janvier 2025, cette prise en charge du transport. Et donc là, on arrive à échéance. Et l'idée, côté éco-organisme, nous avions la possibilité, effectivement, de réaliser une étude pour venir challenger ce seuil des 50 mètres cubes qui définissent effectivement le chantier pour lequel la prise en charge pouvait s'effectuer en pied de chantier. Alors, Benoît, si tu veux prendre la parole sur les éléments, je ne sais pas comment tu t'es organisé avec Nicolas, mais n'hésite pas. Et au même titre, hein, Denis et Marie-Armelle au nom de l'OCAB. Donc, l'étude sur cette prise en charge du transport et l'étude du seuil, c'était vraiment avec donc, 3 objectifs majeurs. Mesurer l'efficacité du dispositif donc, de reprise sans frais. Depuis les chantiers, donc en fonction des caractéristiques, si c'est un chantier de démolition, un chantier de construction neuve, de rénovation, d'en déduire effectivement le seuil le plus pertinent d'éligibilité. Est-ce que si ça peut être 20 mètres cubes, 50 mètres cubes, vraiment de voir quelle est la pertinence et l'effort qui va être donné à cette prise en charge du transport VS le tri sur le chantier. Et de savoir si un apport direct par le détenteur, que ce soit la maîtrise d'ouvrage ou l'entreprise de travaux, puisse venir effectivement challenger cette prise en charge du transport, sachant que la partie traitement, aujourd'hui, hein, et depuis le démarrage de la filière, est bien prise en charge par les éco-organismes. Donc là, on ne parle pas du tout du coût lié au traitement des déchets, qui est aujourd'hui une reprise sans frais pour l'ensemble des détenteurs. Et donc, le dernier objectif, c'était de calibrer donc, les moyens de mise en œuvre en fonction de la réalité pratique et locale. Hein. On le voit bien que sur certains chantiers, le relationnel entre la maîtrise d'ouvrage, l'entreprise de déconstruction et les gestionnaires déchets, le lien est déjà fait directement. Donc, comment les éco-organismes peuvent intervenir sans forcément déstructurer l'existant. Diapo suivante. Alors, on aurait pu même actualiser ces chiffres, puisque ça, c'est les diapos qu'on a repris de notre dernière présentation. Aujourd'hui, on est à même plus de 900 chantiers pardon, qui prennent part à l'expérimentation. On avait un objectif de 2000 chantiers. Malheureusement, au vu des délais qu'on a impartis pour essayer de challenger et la durée aussi des chantiers hein, à l'instant T et qui répondent aux critères que l'on avait identifiés pour mener cette étude, et ben on a dû revoir un petit peu nos objectifs sans pour autant effectivement rogner la réalité statistique et des données qu'on pourra sortir de ces chantiers. Donc voilà, on s'est arrêté effectivement à un peu plus de 900 chantiers avec cette idée d'avoir des chantiers miroirs, c'est-à-dire sur les mêmes caractéristiques et les mêmes parties prenantes pour 2 chantiers différents. Sur l'un, on va soutenir le transport et sur l'autre, on ne va pas venir le soutenir, justement pour essayer de faire ce comparatif et voir si la prise en charge du transport a un impact positif ou non. Donc je vous épargne les chiffres parce que pour le coup, ils ont évolué. Donc, mais l'idée est bien là d'avoir quand même cette répartition assez équilibrée entre des chantiers de démolition, des chantiers de construction neuve et des chantiers de rénovation. Merci beaucoup Élodie pour cette introduction. Donc comme vous l'avez compris, la prise en charge des frais de traitement, elle est déjà effective sur vos chantiers. En revanche, pour la prise en charge des frais de transport, on est encore en attente des résultats de cette étude dont vient nous parler Élodie. Sans plus attendre, je vais passer la parole maintenant donc, à chacun des éco-organismes qui vont vous présenter leurs prestations de service pour la prise en charge des frais de traitement des PMCB sur vos chantiers. Donc, on va commencer par Valobat avec Marie-Armelle Olivier. Marie-Armelle, vous avez la parole. Bonjour.
Valobat a lancé depuis une année maintenant la collecte, en tous les cas les soutiens à la collecte des déchets issus des chantiers. Nous avons comme ambition très rapide d'acculturer l'ensemble de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre sur finalement quand on parle de gestion de déchets d'un chantier, eh bien qui est responsable? Même si les choses se sachent, hein, parfois les redire, c'est intéressant. Donc, on vient vous accompagner, vous, les maîtrises d'ouvrage et les maîtrises d'œuvre, sur la rédaction de verbatim dans les CCTP que vous allez faire paraître dès à présent. On vous accompagne également sur le diagnostic PEMD et comment finalement s'assurer que ce diagnostic est fait en parfaite maîtrise. Donc, nous accompagnons des centres de formation et de diagnostiqueurs pour que, bien finalement, l'ensemble de la profession parle le même langage. Donc, vous pouvez dès à présent trouver sur notre site ou en nous contactant directement toute cette documentation. Allons-y sur la slide suivante. Donc, voilà, vous voyez, prescrire le tri avec les verbatims voilà, que l'on a pris soin de rédiger pour vous sur les marchés à venir. Effectivement, bon, pour lancer cette REP, hein, on s'est aperçu et bon, le constat était assez facile à faire, hein, mais qu'il fallait finalement changer les modes opératoires sur les chantiers et finalement accompagner les chantiers pour passer au tri. Nous avons donc formé un certain nombre de centres de formation sur l'ensemble du territoire. Donc, vous voyez ici les acronymes. Ces formateurs donc, ont été agréés par Valobat pour accompagner les entreprises de travaux au tri PMCB. Donc, vous pouvez les interpeller et voilà, ils vous feront une proposition commerciale pour vous accompagner sur cette REP PMCB et sur le tri sur vos chantiers. Se passe concrètement la reprise sur chantier, hein. Ce qu'on demande, c'est que pour s'assurer une traçabilité du flux du chantier jusqu'au préparateur et à la mise en filière, on va demander à l'entreprise de travaux. Aujourd'hui, c'est l'entreprise de travaux. Demain, dès 2025, la maîtrise d'ouvrage pourra également se créer un compte dans notre système d'information et avoir un suivi des différentes opérations qui sont soutenues par Valobat au titre de la REP. Donc, aujourd'hui, l'entreprise qui contractualise pour les déchets avec un gestionnaire de déchets se crée un compte dans notre système d'information et ensuite, elle va générer ce qu'on appelle une fiche chantier. Cette fiche chantier va être le descriptif de l'opération. Est-ce que c'est de la construction? Est-ce que c'est de la rénovation? Est-ce que c'est de la déconstruction? L'endroit, la surface plancher. Elle va désigner aussi sa maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'ouvrage de cette opération. Et elle va pouvoir, l'entreprise va pouvoir sélectionner un gestionnaire de déchets ou plusieurs gestionnaires de déchets en fonction des flux qui seront à prendre en charge sur le chantier à travers une liste déroulante qui est présente dans notre système d'information. Quand l'entreprise de travaux a sélectionné son ou ses gestionnaires de déchets, eh bien, le gestionnaire de déchets reçoit une notification qui lui dit « Vous avez été désigné par l'entreprise pour opérer sur le chantier Intel ». Et dans ces cas-là, le gestionnaire avec lequel vous avez, vous, entreprise de travaux, déjà au préalable discuter du SOGED, hein, de toute l'organisation de la gestion des déchets sur le chantier, eh bien, votre gestionnaire de déchets est au courant que vous allez l'interpeller et il va remplir flux par flux, il va expliquer quel flux il prend en charge pour du chantier jusqu'au lieu de massification. Voilà. Et Valobat va valider les flux et valider cette fiche chantier à partir du moment où les trois parties, l'entreprise de travaux, le gestionnaire de déchets
et Valobat sont intervenus sur cette fiche chantier, eh bien, le chantier peut commencer, en tous les cas, les tonnes triées sur le chantier et collectées par le gestionnaire de déchets pourront être déclarées par le gestionnaire de déchets à Valobat. Car, en fait, dans les textes, hein, il est noté que l'éco-organisme doit et le gestionnaire de déchets et non l'entreprise de travaux en direct. Voilà, donc ça, notre organisation qui est déjà en place aujourd'hui. Vous allez voir sur la slide suivante. Depuis donc 1 an, nous sommes intervenus sur il y a plus de 2600 chantiers qui ont demandé des soutiens à Valobat. Nous avons collecté plus de, comment dire, 950 000 tonnes de déchets. Ce qui va changer en 2025, c'est bien que le coût de traitement des inertes est pris en charge à 100% conformément au décret. Nous l'avons, Élodie en a parlé en début de cette présentation, effectivement. Nous ne savons pas encore ce qu'il en sera des coûts de collecte sur les chantiers. Il me semble que je suis arrivée au bout de la présentation. Alors, le questionnement, comment faire baisser le coût de la gestion des déchets, côté entreprise de travaux et côté MOA? Eh bien, vous l'aurez compris, hein, bien poser le schéma de gestion des déchets et bien diagnostiquer déjà ce que vous allez trouver comme type de déchets. Si vous parvenez lors du diagnostic PEMD, quand c'est utile, enfin quand c'est obligatoire, bien sûr, hein, vous pouvez aussi, avant tout, avant de transformer les matériaux en déchets, eh bien, penser au réemploi et la réutilisation. Ensuite, côté déchets, eh bien, quand vous avez bien posé le sujet avec votre gestionnaire de déchets, passez votre chantier obligatoirement auprès d'un éco-organisme. Aujourd'hui, on n'a pas complètement encore de retour d'expérience, voilà, on a un an de mise en route sur cette filière. Des acteurs nous ont déjà effectivement confirmé qu'ils avaient fait des économies. Parfois, c'est pas forcément des économies, en tous les cas, c'est des charges qui changent. Ça veut dire que hier, vous ne faisiez pas de tri, vous mettiez dans des bennes en mélange. Demain, vous faites du tri, vous allez avoir un coût sur le tri. Donc, peut-être que comment dire, le flux va vous coûter moins cher. En revanche, quid du coût de tri sur les chantiers. Donc, bien, voilà, tout ça, c'est des choses qu'il faut poser et sur lesquelles il faut réfléchir. Comment la maîtrise d'œuvre peut-elle accompagner la MOA à faire ces économies? Eh bien, c'est ce que je viens de dire, hein, c'est bien en avance de phase, caractériser les déchets, les matériaux que vous allez trouver sur un chantier, bien réfléchir, pardon, à la gestion de ces flux. Pour quel gestionnaire, quel moyen de collecte, quel lieu de massification, etc., etc. Finalement, commencer à y mettre une certaine importance à cette gestion des déchets, qui n'est pas forcément la liste la plus, coûteuse pour la maîtrise d'ouvrage, mais finalement, qui est souvent peut-être trop délaissée et pour lesquels on a une réflexion trop tardive et on ne pense pas forcément le modèle, et du coup, on ne travaille pas le modèle idéal. Donc, anticipez les choses, discutez avec vos gestionnaires de déchets, discutez avec vos entreprises de travaux. Beaucoup d'acteurs sont pleins d'expérience sur le sujet et donc, plus vous avez connaissance d'une opération tôt, eh bien, plus vous pouvez la programmer et plus on sera efficace tous ensemble. Quelles sont les implications et les responsabilités? Eh bien, vous le savez, le premier responsable, c'est bien la maîtrise d'ouvrage puisque c'est elle qui commande l'opération, qui délègue bien souvent à l'entreprise générale, qui elle-même va déléguer à son gestionnaire de déchets. Bon, voilà. Donc là, toute cette traçabilité-là, tout ce que vous propose aujourd'hui Valeo, c'est bien pour finalement que cette délégation perdure, mais en tous les cas, avec chaque acteur en responsabilité, puisque chaque acteur a une vision de ce qui se passe sur les chantiers. Voilà, je pense que j'étais un peu plus longue que prévu, veuillez m'en excuser, mais en même temps, c'est un marathon, hein. Voilà, à bientôt.
Merci beaucoup, Marie-Armelle. Sur les autres questions qui n'auront pas été traitées à Marie-Armelle, on vous les pose à partir de 16h15. Et puis pour Très préciser bien. au public que ce petit exercice-là, la slide de conclusion sur chacun des éco-organismes, en fait, on vous avait fait passer un questionnaire pour vous demander quelles étaient vos attentes et vos questions prioritaires sur le webinaire d'aujourd'hui. Donc, c'est les questions qui sont revenues le plus fréquemment. Et donc, chaque éco-organisme va essayer d'y répondre en conclusion de son intervention. On passe du coup à la suite. À la suite, alors du coup, Monsieur Roussat n'a malheureusement pas pu être présent avec nous aujourd'hui, mais Monsieur Planchard, responsable des relations institutionnelles pour Écominéraux, va nous présenter l'offre de service d'Écominéraux. Voilà, Benoît, c'est à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Benoît Planchard, effectivement, responsable des relations institutionnelles. Je remplace modestement Nicolas Roussat, notre chargé des études internationales. Simplement pour vous présenter donc, notre éco-organisme et son offre de service. Écominéraux, vous le savez peut-être, c'est l'éco-organisme de la REP PMCB qui pêche uniquement en direction des inertes aux œuvres, que ce soit le béton, la pierre de construction, la chaux, le granulat, la céramique, la chaux, l'ardoise, la terre cuite. Ça, c'est vraiment. Excusez-moi, Benoît, juste on vous entend pas très bien. Enfin, ça, c'est un petit peu assuré, mais bon, on comprend quand même. Mais bon, voilà. Je vais parler plus fort et je m'excuse pour le fait que ce soit haché. Et je pense que ça restera haché, malheureusement. Ensuite, donc, Écominéraux, c'est 2900 entreprises qui ont adhéré à Écominéraux, donc 2900 metteurs sur le marché, soit un volume de 80% des produits et matériaux des inertes. Écominéraux, c'est 3700 points de reprise grâce à l'appui de Valdélia et d'Écomaison. Écominéraux, c'est principalement à l'initiative des points de reprise, des plateformes de carrière, des plateformes d'inertes et des carrières. C'était à la base 1200 points de reprise. En s'alliant avec Écomaison et Valdélia, on est à 3700 points de reprise, en prenant aussi en considération les déchetteries publiques. Et enfin, en termes de tonnage, depuis le 1er mai 2023, on est à 10 millions de tonnes de déchets inertes collectés. C'est plutôt une forme de satisfaction. La slide de présentation globale, nos canaux de collecte, ils sont bien originaux, comme l'ensemble des points de reprise, l'ensemble des éco-organismes de la PMCB. Nous, initialement, c'est d'abord des plateformes de recyclage, comme je l'ai dit. On est à 1100, 1200 points de reprise. Donc, dans ce cas-là, les flux ils viennent directement de chantiers, des chantiers de construction, de rénovation. Ensuite, viennent les distributeurs, en lien avec nos partenaires, les déchetteries professionnelles, et aussi, depuis le 19 juillet 2023, les déchetteries publiques grâce au contrat de collectivité. Là, on ne parle pas en tant qu'éco-minéraux, mais en tant, comme l'a dit Élodie Rivière, au CAB, organisme coordinateur. C'est l'organisme coordinateur qui contractualise avec les collectivités locales. Et puis, il y a aussi cette offre entrepôt dans lequel on vient directement chez les entreprises de travaux, récupérer des petits flux de chantier. Et là encore, on a un axe de partenariat avec Écomaison. Je pense que dans l'ensemble de ces dispositifs, ce sont des contrats types avec des opérateurs, avec un certain nombre d'obligations, un cahier des charges à respecter, qui sont de fait propres à chaque éco-organisme. Concernant l'apport direct à partir de chantier, il est assez simple. C'est-à-dire qu'à partir d'un chantier de déconstruction, soit une grande partie des chantiers que l'on a, à hauteur de 70%, eh bien, l'idée, c'est que le maître d'œuvre va trier l'ensemble des flux, en l'occurrence des flux des inertes. Donc, dans cette gaine d'inertes, il peut y avoir donc, du béton, le même type de flux d'inertes qu'il peut y avoir dans le cadre des matériaux de fabrication, que ce soit la chaux, le granulat, la céramique. Et du coup, il va aller sur une plateforme de recyclage affiliée à Écominéraux.
va apporter ses déchets inerts dans un point de reprise éco-minéraux. Et donc, à partir de là, il va recevoir ce qu'on appelle un bordereau de suivi, considérant que pour plus de traçabilité, il a bien trié ses déchets, il va recevoir un bordereau de suivi de l'opérateur. La vraie différence que l'on a du coup depuis 2024, c'est qu'aujourd'hui, à partir du 1er janvier 2025, lorsqu'il va chez un opérateur, la reprise sera gratuite à hauteur de 100%. Conformément comme l'a dit Marie-Armelle, il y a des charges qui dit que 2025, c'est gratuit, 2024, c'est 80%, et 2023, c'était 50%. Aujourd'hui, on est en étape, on est à 45 000 chantiers qui ont bénéficié du dispositif éco-minéraux. Et donc déjà, le questionnaire qui est soumis au organisme. Alors, comment faire baisser le coût de gestion des déchets? Déjà, il y a le fait de densifier les points de reprise. Plus il y a points de reprise, moins il y aura de transport, donc moins il y aura de coûts. C'est l'objet des réunions qu'on fait notamment sur des régions, des réunions liées au point de maillage territorial, créer des points de reprise, créer des points de maillage pour faire baisser les coûts de transport, notamment en direction des artisans. C'est déjà un premier point. Comment la maîtrise d'ouvrage, la phase d'économie, là aussi, ça a déjà été dit. Je pense que le plus important, ça reste le tri sur chantier, c'est la base de la traçabilité, de la valorisation des déchets, de la réemployabilité. Plus il y aura de tri, en fonction des fameux 6 flux de déchets liés au décret 6 flux, enfin 7 flux. On trie le bois, on trie le plastique, on trie les huisseries, on trie le métal, on trie le plâtre, on trie les inertes. À ce moment-là, il y a un meilleur indice de recyclabilité. Ensuite, les implications des différents acteurs dans ce cadre. Chacun sa part du gâteau, chacun ses parts de responsabilité. Le maître d'ouvrage, de mon point de vue, je pense qu'il doit aussi penser à l'éco-conception du produit, y incorporer du matériau durable. Donc ça nous engage à mettre en place des conventions d'engagement avec des maîtres d'ouvrage, publics ou privés. Je pense qu'il y a un vrai rôle des maîtres d'ouvrage publics, une forme de devoir d'exemplarité. Concernant, bon, je l'ai dit, hein, l'artisan ou le maître d'œuvre, le tri sur chantier, ça reste extrêmement important. Et puis les opérateurs doivent respecter le cahier des charges pour que chaque point de reprise puisse être soumis à une meilleure valorisation de ces déchets par rapport, concernant les inertes. Je pense aux bascules connectées, je pense au compassage sur site, je pense au site ICPE. Tout ça fait qu'à partir de ce moment-là, l'opérateur devient un point éco-minéraux et on s'assure que la valorisation de ces déchets soit bien faite. Voilà. Merci Benoît pour ces éléments. On s'excuse auprès des participants pour la qualité du son. Voilà, on espère que pour la suite du webinaire, ce sera normalement, voilà, on a fait les tests avec les autres intervenants, le son devrait être meilleur. Je passe la parole sans tarder à Denis Blanchard, responsable de la filière bâtiment pour Écomaison. Il va nous présenter l'offre de service pour cet éco-organisme. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que le son est meilleur? Oui, ça marche mieux. Oui, bon, oui. Tant mieux, j'ai de la chance. Voilà, donc effectivement, je m'appelle Denis Blanchard, je suis le responsable de la filière bâtiment. Je m'occupe également chez Écomaison du déploiement des solutions de reprise pour les 4 filières. Donc reprise en dehors du service public, donc, sur tout ce qui est hors SPGD. Et sur les 4 filières, c'est-à-dire la filière historique de l'ameublement et puis les 3 nouvelles filières pour lesquelles est agréé Écomaison, à savoir le brico-jardin, le jouet et puis bien sûr le bâtiment. Donc je l'ai évoqué à demi-mot en évoquant cette histoire. Ça fait plus de 10 ans qu'Écomaison est agréé sur les déchets d'ameublement. Le dispositif, j'y reviens pas précisément, hein, c'est un éco-organisme, hein, comme les 3 confrères, hein, donc mission d'intérêt général avec un agrément de l'État qui fixe nos modalités. Notre particularité peut-être concernant Écomaison, c'est cette filiation historique autour du meuble avec cet historique qui fait qu'aujourd'hui on récupère 1,6 million de tonnes de déchets, dont 800 000 tonnes de bois. Donc on a dans nos, je dirais, dans les cordes à notre arc la capacité à
à trouver des exutoires et des débouchés pour notamment ces tonnages de bois que l'on collecte désormais. Et naturellement, cette histoire, cette expérience, on l'a déclinée et on continue de la décliner autour des nouvelles filières et notamment sur la filière bâtiment. Rapidement, je fais un zoom sur les services aux professionnels. Si vous pouvez passer à la slide suivante. Donc un zoom sur les offres professionnelles, ça a été rappelé par mes confrères juste avant. On a différents circuits que l'on peut proposer pour les professionnels en fonction de leurs besoins. Nous, on a distingué, on va dire, en direction des artisans et des entreprises de travaux, 3 modalités. Sur le leaflet là, qu'on a élaboré avec la CAPEB et la FFB, on rappelle ces 3 modalités. D'abord, la possibilité de déposer gratuitement sur des lieux de reprise ses déchets. Donc pour un professionnel, il a la capacité, le professionnel, à se rendre sur des déchetteries professionnelles ou chez des distributeurs auprès desquels il s'est fourni en matériel ou pas, puisqu'il n'y a pas d'obligation d'acheter des produits et matériaux de construction du bâtiment pour pouvoir y déposer ses déchets. Donc ça, c'est une première possibilité. Et pour aider cet apport, il dispose d'une application ou recyclée qui va lui permettre de géolocaliser ses points d'apport et de pouvoir y déposer gratuitement ces déchets du bâtiment. Donc ça, c'est une première solution. La seconde, c'est une possibilité sur l'entrepôt où les artisans et les entreprises de travaux peuvent bénéficier d'un dispositif de soutien financier pour les aider à financer une partie du coût du traitement. Donc nous, aujourd'hui, on a cette possibilité sur le bois, les huisseries à 40 € tonne et sur le plastique et le plâtre à 15 € tonne. Donc dans ces modalités, le professionnel en question, l'artisan, l'entreprise de travaux, conserve ses contrats avec son opérateur, mais nous envoie semestriellement, nous envoie ses justificatifs et on paye ce soutien sur la base de ces justificatifs. Et enfin, il y a une dernière modalité possible sur chantier, et c'est sur cette possibilité que je vous propose de faire un zoom. Donc une possibilité sur chantier où là, j'allais dire, on va rentrer dans quelque chose de plutôt qu'on va étudier sur mesure. Sans frais, l'idée, ça a été redit par mes confrères également, et puis dans le cadre du préambule, aujourd'hui, nous sommes sur une reprise sans frais de la partie traitement. Multiproduits, dans le sens où, comme je vous le disais également, on a une histoire autour d'autres filières, et notamment le meuble. Donc le professionnel qui souhaiterait avoir une solution sur chantier pourra nous solliciter également sur des produits autres que des déchets du bâtiment, et en particulier des meubles. C'est ce qu'on a eu à faire d'ailleurs dans certains accompagnements, certaines expérimentations qu'on a pu mener courant 2023 et sur l'année 2024. C'est-à-dire qu'on arrive sur le chantier à un stade, si vous voulez, où on peut proposer une prise en charge plus large que les déchets du bâtiment en proposant des solutions sur la partie meuble. Et puis progressive, on l'a également évoqué. Aujourd'hui, nous sommes tout à fait opérationnels sur le flux bois et huisserie, et nous complétons cette offre de reprise gratuite du traitement, enfin de la prise en charge gratuite, excusez-moi, du traitement, par la prise en charge gratuite sur les autres flux début 2025. Alors pratiquement, comment ça se passe pour bénéficier de cette prise en charge gratuite du traitement? Vous pouvez consulter directement. Alors quand je dis vous pouvez, cette possibilité s'offre aussi bien au maître d'ouvrage qui veut s'impliquer dans le choix du prestataire et du gestionnaire de déchets qui va être amené à prendre en charge ces déchets, mais ça peut s'adresser aussi au maître d'œuvre qui justement veut connaître les entreprises de gestion des déchets référencées dans le cadre de notre offre. Donc il y a moyen de consulter directement la liste sur notre site des gestionnaires de déchets qui bénéficient de quotas gratuits. Donc, ces gestionnaires de déchets sont en situation, on va dire, d'autonomie pour intégrer dans l'offre qu'ils vont faire cette gratuité. Donc, ça veut dire que dans leur devis, dans leur offre de prestation, ils vont pouvoir faire bénéficier au maître d'ouvrage ou au maître d'œuvre directement de cette prise en charge gratuite pour le flux bois. Concernant le flux huisserie, il y a une possibilité, parce qu'on va mettre en ligne de la même manière que pour le bois, les opérateurs qui bénéficient de cette prise en charge, de ces quotas et de cette prise en charge gratuite. Mais on a mis en place une adresse générique que vous voyez à l'écran, offrechantier@ecomaison.com, et dans laquelle on vous demande de préciser un objet qu'il s'agit de l'offre chantier huisserie dont vous voulez bénéficier. Et dans ces cas-là, on se rapproche de vous et
et on finalise parce qu'en fonction de la typologie, de la taille des chantiers, on a des propositions un peu alternatives sur les huisseries. Et c'est pour ça qu'on propose cette possibilité d'avoir un contact direct avec ce mail générique. Voilà, et puis j'ai une petite précision sur les déchets inertes. Je crois que Benoît l'a rappelé rapidement, mais comme nous sommes agréés sur la catégorie 2, naturellement, pour proposer une approche globale au chantier, on propose également une solution sur les inertes en collaboration avec Ecominéraux. Et donc, on a aussi cette possibilité de consulter la liste, mais ça, Benoît y est revenu, il vous a expliqué les modalités concernant Ecominéraux. Donc voilà les modalités, on va dire, de manière très synthétique. Et encore une fois, si vous avez des questions, offrechantier@ecomaison.com avec en objet l'objet de votre précision sur le besoin. Merci Denis. Est-ce que Je vous en vous prie. souhaitez juste compléter, comme les deux autres, sur la conclusion sur les 3 questions qui étaient revenues régulièrement sur Oui. le fait de savoir comment le maître d'œuvre peut accompagner le maître d'ouvrage, comment réduire les coûts et quels sont les rôles de chacun. Voilà, je vous laisse peut-être conclure Réagir 2 rapidement. minutes, oui. Ouais. Sans vouloir répéter ce qui a déjà été évoqué par mes confrères, mais moi, ce qui me semble essentiel, c'est la notion d'anticipation. Cette anticipation, pour moi, elle va permettre au maître d'ouvrage ou au maître d'œuvre d'apprécier des alternatives déjà par rapport aux éco-organismes. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout à fait les mêmes modalités d'intervention, donc il y a peut-être certaines modalités qui conviendront plus à certains que d'autres. Donc ça, c'est le fait d'anticiper permet ce choix, on va dire, et ces alternatives. Et puis des alternatives également en termes de périmètre et modalités de prise en charge. Je pense notamment à ce que j'ai évoqué dans ma présentation sur les différentes filières que l'on peut adresser. Et quand je pense en particulier aux meubles quand je dis ça, plus on va intervenir, plus on va anticiper le besoin, plus on va pouvoir intégrer des notions de réemploi. Et ça nous tient à cœur, hein, puisque je dirais que dans l'ordre de priorité des solutions de prise en charge, il faut se souvenir que le réemploi intervient, on va dire, plus tôt dans la chaîne d'arbitrage que le recyclage. Donc ça, c'est anticiper, ça permet aussi d'évoquer des solutions de réemploi, des réemplois sur le meuble et sur le bâtiment. Et puis le dernier point, peut-être que cette anticipation, elle est aussi propice à l'organisation du tri. Et à ce titre-là, c'est aussi essentiel sur les chantiers d'avoir cette vision le plus en amont possible. Donc anticiper, contacter les éco-organismes pour justement prévoir ces modalités au plus fin. Merci beaucoup. Et puis maintenant, on passe donc au dernier éco-organisme, Val-d'Elia. Donc c'est de nouveau Élodie Rivière, directrice des relations institutionnelles, qui va nous partager les éléments pour cet éco-organisme. Alors, vous pouvez d'ores et déjà passer à la diapo suivante, je ne vais pas me représenter. Par contre, je vais vous présenter Val-d'Elia, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous sommes un éco-organisme qui est agréé depuis 2012 sur la filière déchets d'éléments d'ameublement, avec à l'époque une spécificité qui était que nos metteurs en marché étaient des entreprises qui vendaient du mobilier professionnel, et donc nous étions agréés sur les circuits de collecte des déchets liés à ces éléments d'ameublement, donc et où également les détenteurs étaient des professionnels. Donc on pouvait intervenir pour les mobiliers d'école, l'immobilier d'hôpitaux, tout ce qui va être aussi mobilier d'entreprise. Voilà, donc avec cette spécificité professionnelle. Et donc nous sommes agréés sur la catégorie 2 pour la filière PMCB, avec cette vision de se dire, effectivement, quand on intervient sur chantier de curage, on récupère toujours des meubles, et l'idée, c'était de pouvoir développer cette offre de service vers, effectivement, des produits de seconde œuvre du bâtiment. Et donc, nous sommes agréés également sur cette filière-là. Voilà, avec là aussi 3 enjeux au démarrage assez forts et qui sont liés à la réglementation, qui sortent un peu de notre focus aujourd'hui chantier, mais avec quand même un axe fort du déploiement des points de maillage sur l'ensemble du territoire. On a 372 points ouverts à date en contrat avec Val-d'Elia, et qui, sur une grande majorité, reprennent 6 flux de déchets, donc les classiques
bois, métal, plastique, plâtre et inerte, avec effectivement, j'ai répondu à une question où on a un partenariat avec Ecominéraux pour pouvoir gérer l'ensemble des flux et vous éviter cette multiplicité d'acteurs. Et donc d'avoir aussi cette notion de progressivité sur les points de déploiement, mais aussi sur la mise en place de nos différents services et donc de pouvoir vraiment structurer une politique autour du réemploi, de la réutilisation et du recyclage, et donc de prendre le temps de comprendre effectivement comment fonctionnait jusqu'à présent ce microscope bâtiment, quels sont les intervenants, l'ensemble des parties prenantes et de voir quelle était la meilleure place de l'éco-organisme au sein de tout ça. Voilà, hop, on peut passer à la suivante. Bon, quelques chiffres Valdelia. Aujourd'hui, donc c'est 518 metteurs en marché qui adhèrent à notre éco-organisme, qui sont pour 80% plutôt des distributeurs négoces. Donc 372 points de reprise dont je vous évoquais. Et on a aujourd'hui 150 centres de traitement et 130 opérateurs de collecte qui ont été sélectionnés sur un appel d'offres et donc qui travaillent au quotidien auprès de Valdelia. Et donc, qui pourront être les opérateurs, effectivement, demain sur les chantiers. Bon, on l'a tous un petit peu évoqué, donc je vais le passer très vite, mais ça, c'est un peu le rappel de la réglementation telle qu'elle est aujourd'hui. Vous avez plus de 50 mètres cubes. Alors, nous, on se focus, là, en l'occurrence, 50 mètres cubes de déchets de catégorie 2. Vous avez la possibilité qu'on intervienne en pied de chantier pour après gérer vos déchets et les apporter sur les centres de traitement. En dessous de ces 50 mètres cubes, on vous invite à aller vers un point de reprise. Je m'arrête 2 minutes sur le circuit de collecte chantier. Valdelia a une spécificité, c'est que notre cœur de métier jusqu'à présent, aussi bien sur le DEA que sur notre volonté qu'on avait sur la PMCB, c'était d'être un éco-organisme 100% opérationnel. C'est-à-dire que ce sont nos opérateurs, donc, que je vous ai présentés juste avant, qui interviennent et qui viennent mettre les contenants en pied de chantier et qui gèrent la logistique, le transport. Et donc, tout est pris en charge par Valdelia. Vous avez compris un peu le contexte aujourd'hui réglementaire avec cette prise en charge du transport qui avait été repoussée au 1er janvier 2025, notre étude qui est en cours. Donc, on a un petit peu transgressé les règles et donc notre service 100% opérationnel aujourd'hui n'est pas ouvert à tous et n'est pas disponible en cette aussi facilement. Par contre, ça ne nous empêche pas d'être aujourd'hui actifs sur les chantiers, donc déjà au travers des chantiers qu'on apporte dans l'étude au CAB, mais également sur des chantiers plutôt spécifiques où on est venu faire une petite expérimentation sur les modalités de collecte, notamment des huisseries et des moquettes, tout simplement puisque nous avons des acteurs metteurs en marché qui font partie de notre éco-organisme et qu'on accompagne un peu dans ce développement de collecte sur chantier de flux spécifiques et où on va aller développer effectivement le réemploi et le recyclage de ces flux-là pour devenir effectivement un peu des experts sur ces deux flux. Ce qui n'empêche qu'on collecte aussi très ponctuellement d'autres flux issus de la filière PMCB. Et pourquoi, avant que je vois les questions découler, pourquoi on s'est aujourd'hui un petit peu retiré du 100% chantier? Tout simplement, vous l'avez vu, Valdelia, un peu plus de 500 metteurs en marché. On reste les petits poussets de sa filière, il faut se l'admettre. Donc, on développe des services à la hauteur de nos parts de marché de la filière, mais ce n'est pas pour autant qu'on reste sans rien faire, on essaye d'être proactif, voilà, sur des milieux un peu de niche. Bon, ça, c'est pareil, c'est la réglementation. Nous, dès que la réglementation aura acté effectivement cette prise en charge du transport, peu importe le seuil, l'idée, c'est de pouvoir intervenir sur les différentes typologies de chantier, donc construction neuve, rénovation et démolition. Voilà. Petit exercice pour finir. Alors, je vais essayer de pas redire ce que mes confrères d'éco-organismes ont pu le dire, mais effectivement, c'est d'être le plus en amont possible dans cette réflexion de travaux du bâtiment, d'identifier les flux qui devront être générer et d'identifier les acteurs, l'éco-organisme avec lequel vous avez besoin de travailler en fonction de nos réactivités, de nos services qui sont différents comme vous avez pu l'identifier,
Donc c'est un peu une utopie de se dire que la gestion des déchets vont nous coûter moins cher quand un éco-organisme arrive et qu'il y a une filière REP qui se met en place, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est quand même juste un vase communicant entre le coût du déchet, c'est jamais à zéro, c'est juste que vous l'avez payé au moment où vous avez acheté vos produits neufs via les éco-contributions. Donc il faut avoir effectivement tout ça en tête et je pense mettre l'ensemble des parties prenantes autour de la table pour pouvoir vraiment identifier les différentes modalités les plus adaptées et encore une fois, vous rapprocher des éco-organismes pour voir sous quel fonctionnement ils peuvent intervenir et prendre en charge vos déchets. Merci beaucoup, Élodie. On va passer sans plus attendre à la pratique. Après la théorie, voilà, on va avoir plusieurs témoignages. Donc, on va commencer en fait par le témoignage d'un maître d'ouvrage, donc qui est la ville de Paris, qui a bénéficié du soutien direct sur chantier via l'expérimentation qui a été présentée par Élodie Rivière en début de webinaire et aussi via l'offre de service Valobat. Donc voilà, Isabelle Lardin, qui est chargée de mission économie circulaire et études de coûts à la ville de Paris, n'a pas pu être présente en direct parmi nous aujourd'hui, mais on a enregistré son témoignage qu'on va vous diffuser tout de suite. Bonjour à tous, donc je suis Isabelle Ardin, chargée de mission économie circulaire à la ville de Paris. Je m'excuse parce que je ne pourrais pas être présente aujourd'hui à ce webinaire, mais je tenais à vous passer donc mon retour d'expérience sur la mise en place de la REP PMCB à la ville de Paris. Donc à la ville de Paris, nous sommes un acteur majeur du bâtiment, nous sommes maîtrise d'ouvrage de 4100 bâtiments, aussi bien des bâtiments publics que des bâtiments intercalaires et privés divers. Et nous réalisons environ une dizaine de démolitions par an, principalement quand le bâtiment est insalubre, s'il ne peut pas être adapté pour créer un équipement public ou dans une logique de dédensification de la ville de Paris. Ce sont des bâtiments divers qui vont de 200 m² à 5000 m². Ce qui est important de vous dire, c'est que pour bénéficier des soutiens de la REP PMCB, il est important en tant que maîtrise d'ouvrage d'assurer une veille sur le développement de cette REP. En effet, elle est complexe, elle est progressive et en tant que maîtrise d'ouvrage, nous ne sommes pas associés puisque les parties prenantes sont les metteurs sur marché, les entreprises de travaux et les filières de gestion des déchets. C'est pour cette raison qu'il est important de s'appuyer sur des organismes comme la région Île-de-France ou comme donc Ecopolis, Auré, l'Institut national de l'économie circulaire dont la ville est membre pour bénéficier de la connaissance de l'état d'avancement de la mise en place de la REP, mais également du retour des fédérations professionnelles du bâtiment, des fédérations du recyclage, afin d'avoir une vision complète de la mise en place de cette responsabilité élargie du producteur. Participer à ces groupes de travail permet aussi de connaître les modalités de reprise gratuite qui sont imposées pour pouvoir bénéficier donc de ce soutien et également du collecte de déploiement, la mise en place du maillage de points de collecte, les modalités de reprise sur chantier, la traçabilité. Il est également important, à mes yeux, de connaître le type de traitement qui est proposé par les éco-organismes. Est-ce qu'il s'agit de recyclage en boucle fermée, en boucle ouverte? Est-ce qu'il s'agit de valorisation matière? Et puis également les acteurs associés. Est-ce que ce sont des industriels qui vont assurer le service? Est-ce que ce sont des entreprises classiques de collecte ou des entreprises de l'économie sociale et solidaire? Pourquoi connaître toutes ces informations? C'est que ça permet aussi de choisir en fait quels sont les services qui répondent au mieux à la politique du territoire et notamment pour moi à la politique de la ville de Paris, notamment parce que notre politique vise à réduire l'empreinte carbone, à atteindre le zéro déchet valorisable enfoui et puis également à recourir aux acteurs de l'économie sociale et solidaire en vue de les développer. C'est pour cette raison qu'avec l'ensemble de ces informations, en tant que maîtrise d'ouvrage, nous pouvons dans un second temps mobiliser les titulaires de nos marchés en cours pour qu'ils expérimentent le plus tôt possible cette REP. Bien évidemment, nous sommes dans des contrats existants, donc ça veut dire qu'on s'appuie sur le volontariat de ces entreprises. Toutefois, comme il s'agit d'une reprise gratuite, nous pouvons obtenir leur adhésion pour du coup mettre en place cette REP. Côté Ville de Paris, nous avons fait le choix de privilégier dans un premier temps les titulaires de nos accords cadres parce que ce sont des titulaires, enfin les accords cadres sont sur 4 ans, donc ce sont des titulaires avec qui on travaille durant ces 4 ans
et il peut être intéressant de les mobiliser dès le début et ça permet de pouvoir expérimenter cette REP. Nous avons des accords cadres pour des marchés de travaux comme ceux de démolition, de travaux tout corps d'État ou de remplacement de menuiserie. Parmi nos titulaires, nous avons des grandes entreprises de travaux. Dans la majorité des cas, quand je les ai mobilisées sur la mise en place de la REP, il est avéré qu'elles connaissaient donc l'état d'avancement de cette REP et les modalités de soutien. Toutefois, elles ne communiquent pas spontanément sur le fait qu'elles vont recourir ou non aux éco-organismes et donc à cette reprise gratuite. Donc, il appartient, en tant que maîtrise d'ouvrage, de leur demander si oui ou non elles y recourent. Et deuxièmement, ce qui est important aussi, c'est d'en informer de toute façon les chargés d'opération de l'entreprise de travaux, car comme toute organisation et comme tout dispositif nouveau, l'information ne descend pas toujours à leur niveau. Ensuite, le chargé d'opération interrogera en interne son entreprise pour connaître les modalités. Et ce qui a été intéressant pour la ville de Paris dans la mise en œuvre de cette REP, c'est de connaître en fait quelles étaient les implications pour l'entreprise de travaux, la réactivité des éco-organismes, la gestion administrative, etc., pour avoir une bonne connaissance de ce que ça implique pour eux. Cela a permis également de nous aider dans la mobilisation des petites et moyennes entreprises qui sont également titulaires de nos marchés de travaux. En effet, celles-ci sont très peu concernées par la gestion des déchets. Elles envoient principalement leurs déchets dans les déchetteries. Et donc, il y a tout un travail à mener pour donc leur présenter la REP, les services proposés et également les modalités administratives. C'est le travail que j'ai mené dans le cadre de l'accord cadre de remplacement des fenêtres en mobilisant les menuisiers. On leur a présenté donc les différents dispositifs ainsi qu'un pitch des démanteleurs, notamment Ares et Tricycle, qui sont les principaux dans le cadre de la REP PMCB et pour assurer ce qui est important pour la ville de Paris, le recyclage en boucle fermée. Et puis, nous avons également présenté le dispositif d'enregistrement dans les sites de Valobat, puisqu'à ce jour, seul Valobat propose le recyclage en boucle fermée pour donc les fenêtres en fin de vie. Au final, donc, nous avons mesuré nos 3 menuisiers. 2 ont adhéré à la démarche, ce qui nous a permis de pouvoir expérimenter ce dispositif de soutien sur 8 chantiers. 6 sont en cours et donc de pouvoir recycler en boucle fermée 8,35 tonnes de verre. L'intérêt financier pour nous a été de pouvoir mettre en place cette démarche vertueuse de recyclage en boucle fermée du verre sans surcoût financier de notre part. Fort de ce retour d'expérience, nous avons établi donc une fiche de procédure de l'enregistrement des chantiers de Valobat pour l'ensemble de nos chantiers, qu'ils soient donc des remplacements de menuiserie ou d'autres types de chantiers, avec une nomenclature afin d'avoir une traçabilité et pouvoir mieux identifier les chantiers qui ont bénéficié de du dispositif de Valobat. Et tous ces retours d'expérience, à la fois sur les chantiers en cours, mais également toute cette veille technique, nous a permis de pouvoir commencer à introduire dans nos marchés donc des clauses spécifiques. Ce qui est pour moi vraiment important, c'est de dire qu'il faut avoir cette connaissance préalable de la mise en place de la REP avant de mettre des clauses sur les chantiers, sans quoi on prend un risque important d'avoir des contentieux avec les entreprises de travaux parce que tout n'est pas pris en charge. Et l'autre point qui est aussi important, c'est que cela a des conséquences pour les entreprises de travaux, notamment en termes de tri à la source et de stockage, et ce n'est pas toujours possible dans les chantiers que nous menons. Et donc, dans les réflexions qu'on a, c'est par exemple de définir des modalités de prix avec ou sans reprise gratuite. Fort de tous ces retours-là et de ce travail mené, nous avons également créé des procédures, mais à destination de nos propres chargés d'opération pour qu'ils le mettent en œuvre. Voilà, je pense que sur le sujet de la contractualisation dans les marchés publics, ça sera davantage détaillé en fin de webinaire par Elisabeth Gelot. Merci beaucoup. Voilà, on remercie beaucoup Isabelle Lardin qui, malgré son indisponibilité à nous rejoindre en ligne, en direct aujourd'hui, a fait le nécessaire pour vous partager son expérience et son retour opérationnel de maître d'ouvrage.
On passe au témoignage suivant de Neom, qui est donc une filiale de Vinci Construction, spécialisée dans le désamiantage, le déplombage, le curage et la logistique, et qui a bénéficié des soutiens relatifs au coût de traitement des déchets sur leur chantier via les éco-organismes. Donc Louise, à vous la parole. Merci, bonjour. Vous m'entendez, c'est bon ou... Ouais, super. Du coup, comme l'a dit Nina, donc, je suis chargée de projet économie circulaire chez Neom, donc filiale de curage, désamiantage et déplombage, chez Vinci Construction. Et donc, c'est de par notre métier de cureur que on s'est intéressé à la REP PMCB dès son démarrage. Donc, dès mai 2023, on a commencé à faire les premiers tests pour la reprise des déchets inertes et on a attendu décembre 2023 pour faire les premiers tests, mais pour tous les déchets de catégorie 2. Donc, mon rôle dans l'entreprise était vraiment de mettre en place cette REP, de comprendre comment elle fonctionnait, puisque finalement, comme l'a très bien décrit les différents éco-organismes, chaque éco-organisme a son propre moyen de fonctionnement. Donc, par exemple, avec Valobat, mon rôle, ça va être de voir avec les prestataires déchets, puis de faire la demande directement sur le site Valobat si le prestataire déchets est d'accord. Lorsqu'on travaille avec Ecomaison, on va d'abord, au départ, c'était d'abord on allait voir Ecomaison, puis le prestataire déchets. Puis finalement, on peut directement passer avec le prestataire déchets depuis juin 2024. Et avec Ecominéraux, on passe directement par les prestataires déchets du type Terpen, Cemex. Et voilà, donc désormais, donc on a fait les premiers tests depuis mai 2023 et depuis janvier 2024, on a au moins 2 types de déchets qui sont pris sur tous nos chantiers. Donc au départ, depuis janvier, c'était surtout le bois et les déchets inertes qui étaient repris à 0. Et depuis juillet 2024, pardon, on a aussi le plâtre et les menuiseries vitrées qu'on nous reprend à 0, ce qui nous permet donc, nous, en fait, de proposer cette reprise dès nos appels d'offres, lorsqu'on répond aux appels d'offres à nos clients. Donc, pour nous, la REP, donc, déjà d'un point de vue économique, c'est très intéressant pour nous, étant donné qu'un chantier de curage, pour un chantier de curage, le coût des déchets, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, ça nous permet de diminuer nos coûts. Et finalement, donc, ça nous a appris plutôt à changer nos habitudes dans le sens où avant, on passait par un prestataire pour toutes les typologies de déchets, alors que maintenant, j'ai un chef de chantier qui va appeler un prestataire déchets différent presque pour chaque typologie de déchets. Mais finalement, ça fonctionne. On a la chance d'avoir des éco-organismes qui sont très réactifs. Les prestataires déchets avec qui on travaille, tout se passe très bien. Et donc voilà, donc nous on est plutôt contents, enfin on est même très contents vu que ça se passe bien et on espère que de plus en plus de déchets seront repris par les éco-organismes. On a d'ailleurs vu nos taux de recyclage qui ont bien augmenté. Donc en tant que Vinci, on triait déjà beaucoup, mais là c'est vrai que vu qu'on a l'argument économique, on va dire, pour les équipes, c'est pas seulement trier pour sauver la planète, malheureusement, c'est pas souvent que ça allait les convenir, alors que là, il y a aussi le soutien économique, donc forcément, ça aide. Après, du coup, maintenant, ce qu'on attend, nous, c'est la prise en charge du coût de transport. Là, on arrive à un moment où, en fait, donc je ne sais pas pour toutes les entreprises, je suis arrivée il y a 1 an, donc je ne suis pas encore très au courant de tous les termes, mais en tout cas, nous, on a des contrats cadres. Et en fait, quand on passe par la REP, nos coûts de transport ne passent pas par la REP. Donc, en fait, on peut ne pas payer des coûts de traitement, mais du coup, nos coûts de transport, ils ne vont pas passer par le contrat cadre. Et donc, ils vont être très élevés. Ce qui fait qu'on a des chantiers qui vont peut-être préférer payer des coûts de traitement, mais moins de coûts de transport, plutôt que passer par la REP et pas payer de coûts de rendement, mais payer des coûts de transport assez élevés. Donc après, là, c'est juste de la discussion entre tous les différents acteurs, hein. Mais voilà, donc c'est vrai qu'on attend vraiment le retour de l'OCAB pour savoir si oui ou non les coûts de transport seront repris. Donc je suis allée assez vite, désolée, mais n'hésitez pas après si vous avez des questions. Mais nous, en tout cas, ça se passe bien. Et merci à tous les éco-organismes pour leur aide sur ce sujet. Merci beaucoup, Louise. Témoignage très clair.
Je vous propose de passer à la deuxième entreprise. Donc, si vous êtes prêt, Monsieur Doyer, vous pouvez y aller. Normalement, vous pouvez bien maintenant activer votre caméra et votre son de nouveau. Bonjour, oui, merci, c'est tout bon. Sans vouloir paraphraser ce que dit Louise, ce qu'il faut retenir aujourd'hui sur cette REP PMCB, c'est que avant même qu'elle ne soit mise en place, les entreprises de déconstruction, en tout cas pour les plus structurées, on faisait déjà du tri parce qu'on pouvait sortir déjà, trouver un avantage concurrentiel à séparer les matières, parce que chaque matière suit une filière de traitement différente. Quand on met tout au mélange, hein, et en particulier les inertes, on est arrivé à un coût de traitement de nos déchets bien supérieur à un tri. Alors évidemment, le geste de tri, il a un coût, c'est-à-dire que séparer les matières se traduit souvent dans la catégorie 2 de la REP PMCB par des interventions manuelles. Pourquoi? Parce que les structures de nos bâtiments sont en béton et c'est ce qui correspond aux matériaux les plus lourds. Ceci étant dit, à l'heure où on vous parle, on est à peu près à 11 mois du démarrage de la REP PMCB sur la catégorie 2, une quinzaine de mois sur la catégorie 1. On fait le constat que sur la catégorie 1, les choses fonctionnent. Sur la catégorie 2, les matériaux qu'on peut mettre comme un coût de traitement nul, aujourd'hui, ce qui fonctionne bien, c'est le plâtre et le bois, quand nos partenaires recycleurs ne sont pas saturés. Ça correspond aujourd'hui à des freins. Il ne s'agit pas de se dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais on y trouve un avantage concurrentiel certain. Maintenant, on a besoin que la contractualisation entre l'entreprise de travaux et le recycleur, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est une relation encadrée par la REP BMCB, mais qui reste une relation commerciale entre le recycleur et l'entreprise de travaux. Donc là, aujourd'hui, on ne peut pas livrer tous les flux qu'on veut en quantité qu'on souhaite. Et là, je parle bien des gros chantiers, hein, au-delà de 50 mètres cubes. L'autre message est pour retourner vers l'objet de cette réunion, savoir les coûts de transport. Je pense qu'on doit bien faire la distinction entre les gros chantiers qu'un démolisseur gère, hein, parce que nous, on n'a pratiquement aucun chantier en dessous de 50 mètres cubes. On n'est que sur des gros flux, ça veut dire que sur un apport volontaire, n'importe lequel de nos camions saturerait en un tour, en une rotation, saturerait la plateforme. Ça veut dire que je pense qu'on aurait intérêt à distinguer les typologies d'entreprises et ceux qui en ont peut-être plus besoin de ne pas les laisser de côté. C'est bien les artisans et puis les entreprises de construction qui eux aussi produisent du déchet. Si on doit retenir une chose, hein, en complément de ce que dit Louise, c'est bien la nature différente de nos déchets entre un constructeur et un déconstructeur et la manière de gérer le déchet, puisqu'au cœur de notre savoir-faire en tant que déconstructeur, on a bien les flux de matière. Hein. C'est-à-dire que nos chefs de chantier s'occupent à 3/4 du temps, voire la moitié, ou entre la moitié et les 3/4 du temps, pardon, de ces flux. Un constructeur, il est sur d'autres tâches en même temps. Donc voilà, j'insiste que le transport pour nous, on en a bénéficié sur le soutien, sur cette expérimentation qui a été très favorable. Je réponds à une question également en passant sur le chat d'un maître d'ouvrage. Finalement, l'avantage concurrentiel qu'on va tirer sur l'intégration de ce soutien financier, on le répercute de facto au maître d'ouvrage si on veut gagner l'affaire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Doyer. En tout cas, donc, peut-être pour réagir aux deux témoignages donc de Neom et de Doyer Démolition, ce qu'il faut retenir, donc, c'est que ces deux entreprises ont pu bénéficier des soutiens soit via les offres de services de différents éco-organismes, soit via l'expérimentation, avec donc inclus les coûts de collecte et de transport. Et donc pour l'instant, le constat, c'est que ça fonctionne bien, notamment sur les inertes et le plâtre et le bois, mais qu'il y a un sujet relatif à la saturation des partenaires recycleurs et puis également une forte attente des acteurs sur la prise en charge généralisée des coûts de transport.
Isabelle a insisté sur le rôle d'information des maîtres d'ouvrage auprès des entreprises de travaux et notamment des TPE et des PME, et sur les clauses techniques et économiques à intégrer dans les marchés. Et donc justement, on va tout de suite laisser la parole à Elisabeth Gelot, qui est avocate associée en droit de l'économie circulaire, qui va nous parler de comment intégrer les dispositifs de reprise REP dans les marchés de travaux, comment inciter les entreprises à se tourner vers ces dispositifs REP dans les marchés, et comment gérer le volet financier du marché de travaux en lien avec ces dispositifs. Donc merci Elisabeth d'être avec nous, et la parole est à toi. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, vous attendez pas à ce que je fasse de la magie, comme vous l'avez compris. En gros, chaque éco-organisme a un petit peu sa solution. En plus, le cahier des charges, le rythme de déploiement change à peu près tous les semestres. On a beaucoup de mal à avoir de la visibilité. Donc, grosso modo, le sujet en termes de contractualisation, c'est un petit peu qu'est-ce que je fais avec ça, quoi, qui ressemble plus à une opportunité aléatoire que vraiment un dispositif qui suffirait de prescrire. Donc voilà, le petit point sur toutes les solutions aujourd'hui qui existent, qui sont plus ou moins ambitieuses et plus ou moins efficaces. Un petit rappel simplement, d'ailleurs, qui vient d'être évoqué par la ville de Paris, mais qu'est-ce qu'on fait avec les marchés qui sont en cours ou déjà attribués? Et avec ce qui vous a été présenté, est-ce qu'on peut, comment on s'arrange avec ce qu'on a déjà prescrit? Donc, juste le petit schéma, effectivement, soit vous avez prévu une clause de révision ou de réexamen plutôt REP PMCB dans votre marché. Là, ça c'est surtout pour les marchés publics, parce qu'encore une fois, après, les marchés privés, potentiellement, on est sur la négo, donc ça dépend ce que vous arrivez à négocier. Mais les marchés publics, c'est quand même assez encadré. Donc, en gros, à partir de là, soit vous avez prévu une clause de réexamen ou de révision spécifique pour bénéficier des nouveaux dispositifs de reprise REP. Et donc, dans ce cas, il vous suffit de la mettre en œuvre. Et bravo à vous, parce que, à mon avis, c'est assez rare. Et si, comme la plupart, vous n'avez pas prévu, le raisonnement, en gros, va différer en fonction de la forme de prix de votre marché. Si vous avez un prix forfaitaire, de toute façon, pour les travaux, vous ne pouvez pas arguer du fait qu'il y a un écart entre ce que vous aviez demandé et finalement ce qui va être réalisé, parce qu'il y aura finalement de la reprise REP. Donc, dans ce cas-là, de toute façon, le prix de votre marché, il ne change pas. Donc, l'entreprise potentiellement bénéficie du dispositif de reprise, mais pas le maître d'ouvrage. Et puis, c'est des prix unitaires. Si jamais, justement, votre marché, il permet de distinguer avec reprise REP ou sans reprise REP, là, potentiellement, ça permet de faire un différentiel dans votre commande et vous pouvez potentiellement bénéficier de la reprise. Sinon, ce ne sera pas le cas. Et notamment, avec notre sujet d'aujourd'hui, si vous n'avez pas distingué entre transport et traitement, c'est ce qui expliquait notamment les entreprises de travaux, où finalement, c'est surtout ça qui fait une grosse différence. Si on n'a pas distingué les deux, en gros, ça change rien dans le prix quand on est maître d'ouvrage, finalement, que les entreprises en bénéficient ou pas. Pour nos marchés qui sont en cours, à partir de 2025, ça ne changera pas grand-chose. Donc, je vous propose de passer à la slide suivante sur qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, pour se dire potentiellement, parce qu'encore une fois, c'est ce qu'on a compris, je crois, des échanges jusqu'à maintenant, potentiellement, courant 2025, il y aura de la reprise sur chantier proposée avec une partie des frais de transport qui seront pris en charge, parce que ça n'a pas été réévoqué, mais en gros, la prise en charge du transport, ce ne sera pas 100%, ce sera 50% des coûts de référence. Donc voilà, et après, potentiellement, à partir de 2026, ou peut-être que ce sera encore décalé, on ne sait pas, ça passera à 80%. Donc en gros, voilà, encore une fois, très compliqué de savoir un petit peu d'année en année ce sur quoi on pourrait faire des économies. Donc, ce que je vous ai mis, c'est 3 options un petit peu de prescription. Il y a le niveau 1 qui est ce que j'appelle le niveau facile, et à mon avis, c'est celui généralement vers lequel on se tourne, qui est laisser la main à l'entreprise de travaux, mais on va voir un petit peu comment le faire au mieux. Le niveau 2 qui est, et c'est un petit peu ce que nous expliquait, j'ai l'impression, ce qui est en train de faire la ville de Paris aussi. Ils sont entre le niveau 1 et parfois le niveau 2 en fonction des cas. Niveau 2, ce sera de s'impliquer et de décompter, donc de passer un petit peu sur une décomposition des prix pour pouvoir justement adapter en fonction des dispositifs de reprise REP qui vont monter. Et puis le niveau 3 qui est ambitieux, qui a été fait dans certains cas, qui est de contractualiser directement avec un gestionnaire de déchets. Je vous propose de les voir un par un. Donc en gros, le niveau 1, c'est de prescrire à l'entreprise de travaux
Donc, en gros, c'est laisser la main à l'entreprise de travaux. Et il y a une slide de mémoire, je crois, de Valobat, un exemple que vous pouvez inscrire dans le CCTP. Et sinon, je vous ai mis, et c'est la slide que vous avez jusque-là, moi, un exemple de clause que j'avais pu rédiger, qui est un petit peu une clause justement pour quand on est sur un prix forfaitaire. Donc, en gros, l'idée, c'est de rester sur un prix forfaitaire pour l'ensemble des travaux, mais d'inciter les entreprises de travaux à quand même faire du tri à la source et à essayer de trouver des débouchés REP pour un maximum de flux. Et potentiellement, notamment, de bénéficier de la reprise sur chantier avec une partie des frais de transport. Donc voilà, vous pourrez utiliser cette clause ou l'adapter. Et il y en a une aussi qui est proposée dans un clausier Valobat, et peut-être que Locab aussi en propose. En tout cas, voilà, c'est une option facile, c'est-à-dire qu'en fait, vous vous embêtez pas trop, vous vous dites à l'entreprise de travaux, vous les accompagnez, vous leur dites, voilà, il y a la REP, voilà comment ça marche, voilà vers qui vous pouvez vous tourner, voilà ce que vous pouvez aller regarder. Merci de me chiffrer le poste gestion de déchets en prenant en compte, dans la mesure du possible, la REP et en m'expliquant comment vous allez le faire. Donc ça, c'est la façon facile. Bon, grosso modo, c'est pas forcément celle qui porte au plus de résultats, mais en tout cas, voilà, ça permet quand même de sensibiliser au moins les entreprises dans un premier temps. On peut passer sur le niveau 2, qui est finalement de sortir justement la partie gestion de déchets du prix forfaitaire et global, et de prévoir concrètement des prix unitaires. Et c'est un peu ce que nous expliquait la ville de Paris, qui vont permettre de distinguer les coûts de traitement et les coûts de transport de déchets avec ou sans reprise REP. Et ça va nous permettre justement, c'est ce que je vous ai mis, du point de vue technique, d'imposer le tri conforme aux standards de la REP, en mettant bien les liens vers les standards de tri, et d'imposer le recours au dispositif de REP à chaque fois que les flux sont éligibles pour tous les flux qui ont été identifiés sur le chantier. Et pour être sûr que derrière ce soit suivi, de mettre potentiellement des objectifs aussi de collecte séparée et de recyclage qui concordent avec les dispositifs de reprise REP. Et comme ça, finalement, si l'entreprise de travaux, à la fin, elle vous montre qu'elle a rien fait du côté tri à la source, collecte séparée et reprise REP, bon, potentiellement, vous, effectivement, vous allez payer potentiellement plus au niveau du poste gestion de déchets, mais vous mettrez des pénalités pour compenser en disant, voilà, moi, je voulais bénéficier des dispositifs de reprise REP, donc ça ne me va pas la manière dont ça a été fait. Voilà pour ce niveau 2. Encore une fois, ça demande quand même déjà de beaucoup suivre, et ça complexifie un petit peu au jour le jour. Une solution aussi sur ce niveau 2, ça peut être d'exiger par exemple que le gestionnaire de déchets soit sous-traitant, et comme ça d'avoir potentiellement un lien contractuel avec eux et de pouvoir un petit peu suivre, ou co-traitant. Voilà, mais ça, honnêtement, c'est déjà beaucoup plus complexe que l'option 1. Et ça va demander beaucoup de suivi. Donc, en gros, il faut avoir le temps. Il faut quand même que ce soit un chantier où ça en vaille potentiellement la peine. Et le niveau 3, ça va être de contractualiser donc avec un gestionnaire de déchets directement. Donc, ce que je vous ai mis pour les plus grosses opérations, on peut créer un lot gestion des déchets de chantier. Donc, encore une fois, on est sur les grosses opérations, sinon ça vaut pas le coup. Mais qui va inclure l'intervention d'un agent valoriste qui est chargé d'accompagner les entreprises dans les opérations de tri. Et ça marche très bien. Ça, il y a beaucoup de retours d'expérience là-dessus. Et je vous ai mis un autre exemple qui était un aménageur sur une ZAC qui avait mis en place un marché de gestion mutualisée des déchets de chantier, et comme ça qui avait permis de contractualiser directement pour tous les chantiers avec un gestionnaire de déchets, de mettre en place un agent valoriste pour tous les projets, et du coup de bénéficier de la REP parce que vous avez finalement un prestataire de gestion de déchets qui est chargé un petit peu de piloter toute cette gestion de déchets, et donc qui se charge de faire ce travail pour bénéficier de tous ces dispositifs. Voilà, mais ça encore une fois, c'est pour les gros volumes, sinon ça sert à rien de s'engager là-dedans. Et dernière slide sur finalement toutes les bonnes pratiques et on les a évoquées un petit peu au fur et à mesure. Première bonne pratique, dans tous les cas, anticiper et miser sur la négociation pour laisser la latitude aux entreprises de se rapprocher des éco-organismes ou encore aux prestataires de gestion de déchets pour proposer une gestion performante. Encore une fois, il faut se dire, la balle est dans leur camp, il faut leur laisser le temps en fait simplement de s'organiser et d'essayer de le prendre en charge. Comme on l'a vu, c'est compliqué. Donc la meilleure solution, c'est d'anticiper le plus en amont possible, c'est ce que disait aussi la ville de Paris, et de négocier en fait. D'y aller, à mon avis, pas trop avec des coups de fouet, parce que ils ont déjà beaucoup de contraintes. Donc si on rajoute cette pression, c'est compliqué.
Deuxième chose aussi qui peut être intéressante, demander un SOGED aux entreprises et ça permet de vérifier justement si les dispositifs de REP sont bien pris et à la maîtrise d'œuvre potentiellement de rebondir là-dessus et de les affiner avec les entreprises de travaux en lien avec les dispositifs de reprise REP. Donc ça, il y a vraiment un travail à faire de concertation et potentiellement d'accompagnement des entreprises. Mais comme base de travail, demander un SOGED, ça peut être vraiment la bonne solution. Troisième conseil, éviter d'inclure la gestion des déchets dans le compte prorata. Très clairement, déjà à la base, c'est une très mauvaise idée. Normalement, c'est à exclure la plupart du temps. Bon, ok, on le fait. Et là, avec la reprise REP, c'est encore pire. Donc très clairement, une bonne pratique, c'est de sortir ce sujet des comptes prorata. Quatrième conseil, soyez flexible. Donc, ce que je vous ai mis, c'est en réalité la seule chose qu'on peut prévoir, c'est que ça risque de changer. Donc, prévoir des clauses de réexamen REP PMCB pour faire le point sur les impacts sur l'économie générale du contrat. Parce que là, on parle que des sujets reprise et gestion des déchets, mais il y a les sujets éco-contribution où c'est pareil. À chaque fois, on met, ça change, ça augmente, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Donc, ça peut être intéressant dans tous les cas d'avoir ces clauses de réexamen systématiques pour en rediscuter et faire un point. Autre conseil, traçabilité, n'attendez pas le dossier des ouvrages exécutés pour suivre les déchets et contrôler les exécutoires et demandez à la maîtrise d'œuvre ou pour les gros projets à la économie circulaire de suivre la gestion des déchets en lien avec la REP. Encore une fois, s'il y a des budgets déjà là-dessus, essayez vraiment de l'articuler avec la REP au maximum et encore une fois être dans l'anticipation. Et puis, dernier conseil, le bâton ou la carotte. Le grand ennemi de la reprise, c'est la flemme. Donc ça, encore une fois, tout le monde le dit. En fait, encore une fois, les chantiers sont tellement sous pression au niveau des délais et ça rajoute tellement une contrainte que, en gros, ça sert à rien à chaque fois d'imposer si derrière on peut pas suivre, on peut pas inciter, etc. Donc, mettez des pénalités ou autre bonne solution, des clauses incitatives de performance pour être sûr que l'entreprise est aussi motivée que la maîtrise d'ouvrage pour bénéficier de la REP. Voilà, mon conseil, c'est vraiment de se dire que ce soit du win-win-win et que tout le monde finalement s'intéresse le plus en amont possible à comment on peut faire et que derrière, pour les entreprises, il n'y ait pas simplement des pénalités, il y ait potentiellement aussi des clauses de performance si derrière, on a une super gestion des déchets avec des économies très importantes sur ce poste, sachant que comme on vient le voir, ça veut dire des efforts très importants sur le tri et des efforts en termes de contractualisation et de recherche de débouchés en lien avec les dispositifs REP pour les entreprises. Voilà ce que je peux vous conseiller de faire au vu de tous les aléas et des variantes qu'on a aujourd'hui, et même si ça devrait s'harmoniser et se clarifier dans les prochains mois. Eh ben, merci beaucoup, Elisabeth, d'avoir conclu ce webinaire avec les 3 options pour que chacun des participants et participantes du webinaire puisse se retrouver dans l'un des 3, ambitieux, moyen ou facile, et puis puisse piocher dans les bonnes pratiques que tu as décrites, certains tips pour les projets à venir. Alors, il est 16h31. On a donc dépassé l'horaire de fin de ce webinaire. Donc, ce que je vous propose, c'est que pour les questions qui ont été traitées dans le chat, nous, on a suivi avec Nina la plupart. C'est vrai qu'il y a eu des échanges un peu horizontaux. Donc, vous avez pu trouver certaines réponses par l'intervention d'autres participants et par certains des éco-organismes qui ont répondu à l'écrit. Je vous invite à continuer à le faire pendant la conclusion, peut-être du côté des éco-organismes. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on reprendra toutes ces questions et on les renverra aux différents intervenants et intervenantes pour qu'ils puissent les traiter à l'écrit et on vous repartage tout ça avec le support PPT et avec le replay du webinaire si vous voulez vous reprendre un peu des notes, mettre des arrêts sur image, etc. On conclut rapidement du coup avec Nina pour pas vous retenir trop longtemps. Sachez qu'en tout cas sur l'espace thématique économie circulaire dans ecopolis.fr, vous retrouvez une rubrique ressources dans laquelle il y a pas mal de contenus liés justement à la mise en œuvre de cette REP, notamment une web-série qu'on a recensée, qu'on a référencée sur le site, qui s'appelle Réunion de chantier, qui est réalisée par la FFB. Vous allez retrouver 6 épisodes et 10 capsules vidéo vraiment spécifiques sur des sujets, des questions que vous avez pu vous poser. Sur l'espace thématique économie circulaire, toujours sur ecopolis.fr, vous allez retrouver une rubrique agenda si vous voulez continuer à monter en compétences sur ces sujets-là, continuer à trouver justement des réponses à vos différentes questions
Il y a plein d'événements, il y a une actualité en ce moment qui est hyper dense, donc on recense tout ça sur notre rubrique agenda. En particulier, par exemple, demain, première journée nationale du réemploi organisée par Construction 21. Puis dès la semaine prochaine, une réunion sur justement les points de maillage qui est organisée par la région Île-de-France. Je ne sais pas, Nina, si tu veux en dire un mot. C'est ça, juste très rapidement. Donc, ça se tiendra lundi après-midi prochain dans les locaux de la région Île-de-France. La réunion semestrielle co-organisée avec l'OCAB et la CERC Île-de-France pour faire un point sur le déploiement des points de reprise sans frais sur le territoire. Donc, c'est un des autres canaux de collecte qui est mis en place dans le cadre de cette REP. Je vous remets dans le chat le message qu'a posté Anne-Sophie de Kerangal tout à l'heure avec le lien pour vous inscrire. Et puis la suite, du coup, pour conclure, sachez que donc aujourd'hui, on a fait le focus sur les dispositifs de soutien, donc de reprise sur le chantier, mais vous l'avez compris, les éco-organismes ont aussi d'autres cordes à leur arc, en particulier des plans d'action réemploi. Et en l'occurrence, Valobat est partenaire dans le cadre de son plan d'action réemploi de notre prochaine formation réemploi. La prochaine formation Ecopolis qui aura lieu les 18 et 19 décembre. Et puis, il y a une session qui est programmée aussi au mois de mars. Et dans le cadre de ce soutien, en fait, Valobat prend en charge 70% du coût de la formation pour les apprenants et apprenantes. Donc, le tarif est hyper intéressant pour les maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre et entreprises qui veulent se former. Il reste 3 ou 4 places de mémoire sur la formation de décembre et on a lancé les inscriptions sur la session du mois de mars. Donc, vous êtes évidemment les bienvenus. Et enfin, dernière actu, Ecopolis, on ne traite pas uniquement le sujet de l'économie circulaire, on aborde beaucoup d'autres thématiques du bâtiment durable. Et là, le prochain événement qu'on vous propose, c'est le 12 décembre. C'est un événement qui est lié à la rénovation des écoles dans le cadre du programme EduRénov. Et vous êtes les bienvenus si le sujet vous intéresse. On vous dit du coup au revoir. On revient vers vous avec les réponses aux questions qui ont été posées dans le chat. Et puis à bientôt pour de nouveaux événements. Un grand merci à tous et puis à la semaine prochaine pour ceux qui seront présents pour la réunion de suivi du déploiement du maillage. Merci à tous et bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir à tous.